Bonjour. On considère l'amour maternel comme le symbole de l'amour idéal, c'est-à-dire l'amour désintéressé, le sacrifice et le dévouement. Les femmes en sont venues à croire qu'il est instinctif, à tel point que soulever des questions sur la réalité d'un tel amour provoque parfois une réaction violente, du moins les met mal à l'aise, comme si on les mettait sur le banc des accusés. De telles réactions impliquent que l'amour maternel existerait dans une sorte de bulle déconnectée de tout. Une femme pourrait n'éprouver aucun amour pour quelqu'un d'autre, y compris des enfants qui ne sont pas les siens, et se comporter avec divers degrés de violence envers autrui. Mais ces enfants, eux, elle les aime inconditionnellement. Ne s'agit-il pas là d'une piètre image de soi, celle d'une sorte de machine, je ne dirais même pas un animal, car qui sait ce que ressent et pense un animal? Une machine programmée à aimer instinctivement son enfant? Et n'est-ce pas un non-sens? Comment peut-on aimer inconditionnellement, c'est-à-dire en venir à ressentir et prodiguer ce qui est l'accomplissement ultime spirituel, reflet de la plus grande sagesse, s'il s'agit d'un instinct et donc d'un programme. Donc, voyons un peu si le comportement des femmes au cours de l'histoire révèle un quelconque amour instinctif vis-à-vis de leurs enfants. Logiquement, il suffit d'un seul contre-exemple pour falsifier une thèse. Et donc, nous nous en tiendrons essentiellement à la France. Au tournant du XVIIIe siècle, 90% des enfants étaient envoyés dès leur naissance vivre chez une nourrice. En 1780, moins d'un cinquième des enfants nés à Paris étaient allaités par leur mère. Et donc, quel lien d'amour pouvait-il se créer entre un enfant et sa mère quand il revenait auprès d'elle? Il retrouvait une inconnue et l'enfant était aussi un inconnu pour sa mère. Or, on sait depuis les années 50, basées sur des études reproduites de nombreuses fois à travers le monde, qu'à 1 an, le retour de la mère après une absence de seulement 3 minutes peut créer une désorientation. L'enfant peut se figer dans une sorte de transe, puis tomber à terre, ou pleurer fort et se détourner de sa mère, ce qui peut engendrer un stress post-traumatique et fortement impacter ses relations devenues adultes. Au-delà du savoir si instinct il y a par instinct, elle aurait dû ressentir la torture de la séparation pour l'enfant qu'elle a porté en elle pendant 9 mois, et aussi pour elle, surtout dans les milieux aisés où aucune raison économique ne poussait à l'abandon, car il s'agit bien de cela. Or, on sait, d'après les écrits de l'époque, qu'il n'y avait au mieux qu'indifférence pour un enfant considéré comme un jouet sans âme. Ce qui remet en question la thèse de certains historiens d'après lesquels, vu la probabilité à l'époque de perdre son enfant, cette absence d'attachement serait un instinct de survie, car au fond, elles aimaient profondément leur enfant. Surtout, il est difficile d'y croire, car encore au XIXe siècle, la plupart des enfants envoyés chez une nourrice mouraient, 80% en Angleterre. Et donc, par instinct ou par réflexion, les mères auraient dû réaliser que le taux élevé de mortalité venait justement des conditions de vie de l'enfant.
En plus, en France, même à la fin du 19e siècle, il était commun d'emmailloter les bébés pour qu'ils n'aient aucune liberté de mouvement. Par ailleurs, jusque dans les années 70, on opérait les bébés sans anesthésie en France. Aux États-Unis, c'est jusqu'en 1988, car on pensait qu'ils ne ressentaient pas la douleur. À nouveau par instinct, quelles que soient les croyances, elles auraient dû ressentir la souffrance de leur enfant et ne pas accepter. Aujourd'hui, aux États-Unis, où la plupart des établissements scolaires exigent au moins 8 vaccins, et en France, où depuis 2018, sont obligatoires, les bébés subissent d'innombrables piqûres d'aiguilles douloureuses et les mères acceptent. Au-delà du discours sur la nécessité, on peut se poser des questions sur les effets provoqués sur le psychisme à long terme. Et donc, l'affirmation selon laquelle la vaste majorité des mères sont des mères aimantes tant que l'enfant est petit et complètement dépendant d'elle est erronée, d'autant plus si le bébé ne fait que combler un manque chez la mère, son sentiment de vide existentiel, une absence de sens à sa vie, et donc ne fait qu'alimenter son propre narcissisme. Le sentiment de possession et de pouvoir total qu'elle a sur cet être pour un temps. Ce n'est pas de l'amour et peut mener à le traiter comme un jouet en peluche, une poupée, en le câlinant seulement lorsqu'elle en ressent le besoin, voire en faisant trop pour se calmer elle et l'ignorant lorsqu'elle se sent fatiguée, stressée. Les effets néfastes du stress commencent dès avant la naissance, ainsi que le montrent de plus en plus d'études. Le bébé s'imbibe de chaque émotion de la mère. Si la situation est telle pour un nourrisson, alors il est peu probable que l'amour maternel se manifeste lorsque commence le processus de séparation, qui en fait débute tôt vers 6-7 mois. Et c'est bien pour cela que beaucoup à ce stade veulent un autre bébé, pour retrouver le lien symbiotique et de domination totale, bien qu'elles ne soient pas conscientes de leur raison nécessairement. Il leur est difficile de faire preuve de désintéressement, d'être capable de tout donner et de ne rien vouloir d'autre que le bonheur de l'être aimé. L'aimer en le faisant partir, sans le retenir, en faisant qu'il réussisse à se trouver, à construire l'être qu'il est, sans pour cela tout accepter de lui et donc en sachant mettre des limites. L'enfant reste enfant et même une fois adulte, tout en le laissant faire ses propres erreurs, car c'est ainsi qu'on apprend. Il ne s'agit pas de se taire quand il fait quelque chose qu'on estime mauvais pour lui, mais d'en discuter sérieusement, ce qui n'est possible que sur un fond d'amour inconditionnel. Comme on dit en anglais, to love is not necessarily to like, un dicton intraduisible en français car il n'y a qu'un verbe aimer. Ça vaut en particulier pour ces enfants. Pour le psychologue Donald Winnicott, il ne faut pour cela qu'une mère suffisamment bonne, c'est-à-dire qui s'adapte activement aux besoins de l'enfant, une adaptation active qui s'atténue progressivement en fonction de la capacité croissante de l'enfant à rendre compte de l'échec de l'adaptation et à tolérer les résultats de la frustration, car d'après lui, ce sont justement les manquements d'une mère qui
feront que l'enfant prendra nécessairement son envol et développera ses propres capacités. Tout comme l'ex-psychanalyste Daniel Mackler, j'en doute. D'après lui, un tel enfant deviendra une personne moyenne, légèrement névrosée, légèrement dépendante, légèrement dépressive, fondamentalement fonctionnelle, mais spirituellement perdue, qui ne réfléchit pas trop sur elle-même pour réaliser à quel point elle est tourmentée et fausse sous la surface. Ils seront adaptés à une société que le psychologue et philosophe Erich Fromm a décrit comme malade, où les êtres humains sont traités comme des objets à acquérir ou qui se vendent et qu'on jette quand on n'en a plus besoin et qu'un nouvel et meilleur objet semble disponible. Et donc seront manipulateurs et manipulés à la fois. Bref, ils participeront à la déshumanisation de la société et donc à leur propre déshumanisation. Et d'ailleurs, que veut-on dire par suffisamment bonne? N'est-ce pas, comme l'implique Mackler, une manière de dédouaner les mères? Il est d'ailleurs acceptable qu'une mère gifle son enfant même en public, ce qui ajoute la honte au reste, mais on considère un tel geste comme de la violence si l'auteur est une personne sans lien avec lui. Quand est-ce que suffisamment bonne devient de la maltraitance? Une mère peut en venir à compter sur ses enfants pour la soutenir dans le cadre de la monoparentalité ou dans le cadre d'une relation maritale difficile si elle se sent désemparée. Par exemple, un mari sérieusement malade ou décédé, ou simplement lorsque le mari s'absente, et encore plus si elle est violentée psychologiquement ou physiquement par lui. Les querelles entre parents et les maltraitances infligées par l'un à l'autre étant supposément encore plus mal vécues par l'enfant que sa propre maltraitance. Dans tous les cas, même dit mineurs, faire porter à l'enfant des responsabilités qui ne sont pas de son âge n'est pas une preuve d'amour, car il n'en est pas capable ni psychologiquement ni physiquement. Son cerveau n'est pas adapté. Cela peut aller jusqu'à faire de son enfant son compagnon ou sa compagne et ne pas maintenir les limites générationnelles. Dans le cas d'un garçon, qu'il y ait ou non inceste dans le sens technique du terme, il y a création d'un climat incestueux où les besoins sexuels et affectifs non résolus de la mère sont projetés sur le fils. Il s'agit à tout le moins d'une violation de son espace psychologique, d'autant plus si cette dynamique est maintenue à l'âge adulte. Par exemple, partager la même chambre à coucher, même temporairement, près l'un de l'autre et sans séparation aucune, en maintenant donc des limites floues, est d'autant plus déroutant pour un fils. Une fois qu'il a atteint la puberté, même dans les situations les plus difficiles, certaines cultures, indiennes notamment, reconnaissent l'importance de maintenir une séparation appropriée. Les relations au père d'un garçon qui viendrait à prendre quelque peu sa place seront nécessairement malsaines, même si, comme c'est parfois le cas, il peut l'encourager à devenir le soutien de son épouse.
consciemment ou non, se croyant en droit d'utiliser son enfant pour combler son vide intérieur, elle peut vouloir garder l'amour de son enfant exclusivement pour elle, alors que naturellement il sera de plus en plus attiré par d'autres personnes. Et sa jalousie peut continuer une fois l'enfant devenu adulte. Elle peut continuer à le surprotéger, voire l'étouffer, lui demander de constamment faire des choses pour elle. Il est commun pour une mère de considérer l'enfant comme une prolongation d'elle-même, c'est-à-dire sans un ressenti véritablement sain du soi séparé de son enfant. Ça peut aller de la projection sur lui de ses propres frustrations et ainsi faire qu'il étudie et travaille dans des domaines qui ne l'intéressent nullement lui, voire que ses activités de loisirs soient les siennes à elle, jusqu'à n'avoir aucune conscience de l'état d'esprit de l'enfant. Si dans un moment de joie de celui-ci, pour une raison ou une autre, elle ressent de la tristesse ou vice-versa, elle peut lui imposer son état d'esprit à elle, et donc elle peut en venir à totalement négliger celui de son enfant. Un enfant est totalement dépendant de sa mère et donc par instinct de survie fera tout pour inciter son amour et donc fera ce qu'elle veut, tentera de lui plaire, se pliera autant que nécessaire pour cela et se réprimera, d'autant plus s'il y a négligence. Or, elle est à divers degrés commune. Ce qu'on considère les mauvaises mères qui abandonnent leurs enfants sont rares. Mais n'est-ce pas commun de laisser l'enfant jouer avec un smartphone pour qu'il ne dérange pas? Une solution de facilité, mais qui a des effets considérables sur un cerveau en formation. Ou laisser faire pour qu'il s'intègre est une justification pour ne pas lui porter l'attention nécessaire qui nécessite temps et sagesse. Ce n'est pas parce que beaucoup de sa génération font quelque chose que c'est bon pour eux. Ou simplement laisser traverser ou faire du vélo seul sur des routes très fréquentées par les véhicules à un âge où l'enfant ne peut pas évaluer les distances et donc les dangers des véhicules, expose l'enfant à des risques imprudents. Elle avait 8 ans, une petite fille sérieuse, intelligente. C'était un dimanche, sa mère lui avait demandé d'aller racheter du pain. Un chauffard, l'accident. Depuis, elle vit en institution, fortement handicapée, physiquement et mentalement. Elle a près de 50 ans aujourd'hui. Que ce soit par indifférence ou par méconnaissance, alors que l'instinct maternel devrait mener au bon sens, l'enfant est privé de la protection dont il a besoin. Donc on peut se demander si aimer n'implique pas de ne donner naissance qu'une fois ses propres problèmes émotionnels surmontés. Si une femme ressentait vraiment un amour maternel et donc désintéressé, alors donnerait-elle naissance dans une situation où elle risque de devenir une mère célibataire, notamment pour tenter de préserver une relation chancelante, c'est-à-dire sans un partenaire avec lequel elle partage une vision commune concernant l'éducation des enfants, et donc faisant porter au bébé une lourde responsabilité dès sa naissance. La proportion des mères célibataires ne fait qu'augmenter. Beaucoup de ce qui a été dit ici peut bien entendu s'appliquer aux pères, auxquels nous reviendrons. Mais toute maltraitance de la part de celui-ci ne peut se faire que si la mère laisse faire
quelles qu'en soient les raisons. L'enfant le ressent comme une trahison. Sa mère, celle avec laquelle il a été en totale symbiose, a une importance unique pour lui. Sa relation à elle est le premier, le plus important modèle de relations humaines, et donc en plus, il y a de fortes chances qu'il se comporte sur ce schéma une fois devenu adulte. Il ne s'agit pas de culpabiliser les mères. D'ailleurs, le concept d'amour maternel, qui est, comme on le voit, loin d'être instinctif, peut être utilisé pour culpabiliser les femmes dans des systèmes patriarcaux. Leur comportement, comme celui de chacun, est influencé par des circonstances données. On en a mentionné quelques-unes. Ces circonstances sont engendrées par la matrice politique, économique, religieuse, historique et culturelle. Les liens entre le comportement individuel, les circonstances et ce contexte plus général qui s'alimentent mutuellement est complexe. On abordera toutes ces questions dans d'autres vidéos. Et on discutera en particulier de ce qu'est l'amour maternel, ainsi que des chemins qui peuvent nous y mener. Il s'agit ni plus ni moins de ce qui mène à l'amour, c'est-à-dire à ne plus souffrir. Merci.